Le sujet principal de ce chapitre, ça va être l'instruction if qui permet d'exécuter différents codes en fonction de l'état du programme. Mais premièrement, j'ai envie d'introduire deux nouveaux opérateurs, la division entière et le modulo. L'opérateur de division entière, c'est deux slash comme ça divise deux nombres et ça arrondit le résultat vers le bas. Par exemple, si on a un film qui dure 105 minutes et qu'on veut savoir combien ça fait en heures, on pourrait faire minute égale 105, puis minute sur 60, on obtient 1,75. Mais normalement, quand on parle d'heure, on ne parle pas d'1,75 heure. Donc si on fait heure égale minute 2 slash 60, heure, on obtient 1. Pour obtenir le reste en minutes, on pourrait faire reste égale minute moins heure fois 60. Ensuite reste, oups, et on obtient 45. L'alternative pour calculer le reste, c'est d'utiliser le modulo. Donc on peut faire reste égale minute % 60 et reste, et ça nous donne le reste de la division. Cet opérateur, le modulo, est plus utile qu'il ne le semble. Par exemple, on peut s'en servir pour vérifier si un nombre est divisible par un autre. Par exemple, si on fait 8 % 4, on voit que le reste est 0 et donc on sait que 8 est divisible par 4. Par contre, si on fait 6 % 4, on obtient 2 et on sait donc que 6 n'est pas divisible par 4. On peut aussi s'en servir pour extraire les chiffres à droite d'un nombre. Par exemple, si on a un nombre comme 687 et qu'on fait %10, on obtient le chiffre de droite de ce nombre. Si on fait 687 %100, on obtient les deux derniers chiffres. Maintenant, on va voir ce que c'est une expression booléenne. Donc une expression booléenne, c'est une expression qui est soit vraie, soit fausse. Donc je vais vous donner deux exemples d'expressions booléennes. 5 égale 5 et 5 égale 6. L'opérateur égal compare deux opérandes et produit true s'ils sont égaux et false sinon. Donc true c'est vrai en anglais et false c'est faux en anglais. Donc true et false sont des valeurs spéciales qui appartiennent au type bool. Ce ne sont pas des strings. Donc si on fait type true classe bool et type false classe bool. Donc l'opérateur égal c'est un des opérateurs relationnels. Les autres sont 1 n'est pas égal à 2. 3 est plus grand que 2. 2 est plus petit que 3. 3 est plus grand ou égal à 3. Et 3 est plus petit ou égal à 3. Donc bien que tu connais déjà sûrement ces opérations, les symboles Python sont différents des symboles mathématiques. Une erreur commune, c'est d'utiliser un seul signe égal pour faire la comparaison au lieu de deux. Il faut se rappeler qu'un signe égal, ça sert à faire une assignation et que l'opérateur égal, c'est l'opérateur relationnel. Ensuite, on a les opérateurs logiques. Donc il y a trois opérateurs logiques, and, or et not. En français, c'est et, ou et pas. Le sens de ces opérateurs, il est exactement celui qu'on comprend en français. Donc c'est-à-dire que si on a par exemple 7 est plus petit et plus grand que 5, and 8 est plus grand que 4, 7 doit être plus grand que 5 et 8 doit être plus grand que 4. Et donc si on fait 7 est plus grand que 5, and 8 est plus petit que 4, on obtient false. Donc ensuite pour or, on va définir un x égale 5. Et donc si on fait x égale 5, or x égale 6, l'expression est évaluée à vrai si l'une ou l'autre des conditions est vraie. Finalement, l'opérateur not inverse une opération booléenne. Donc par exemple, not true, c'est false. De la même manière, not entre parenthèses 6 égale 6, false. Normalement, les opérandes des opérateurs logiques doivent être des expressions booléennes, mais Python n'est pas très strict, donc n'importe quel nombre qui n'est pas 0 est interprété comme true. Par exemple, 1 and true, c'est true. Cette flexibilité, elle peut être utile, mais il y a des subtilités qui peuvent prêter à confusion, donc il vaut mieux l'éviter pour l'instant. Pour écrire des programmes utiles, on va presque toujours avoir besoin de vérifier des conditions et de changer le comportement du programme en fonction. Les instructions conditionnelles, ça nous donne cette flexibilité. Donc la forme la plus simple, c'est l'instruction if. On avait défini x comme étant 5, donc x est positif. Donc l'expression booléenne après if, on appelle ça la condition. Et donc si la condition est vraie,
l'instruction indentée est exécutée. Sinon, rien ne se passe. Les instructions if ont la même structure que les définitions de fonctions, une en-tête suivie d'un corps indenté. Donc on a vu plusieurs instructions qui ressemblent à ça jusqu'à maintenant, et en général on appelle ces instructions des instructions composées. Comme les autres instructions composées, il n'y a pas de limite dans le nombre d'instructions qui peut apparaître dans le corps, mais il doit y en avoir au moins une. Occasionnellement, ça peut être utile d'avoir le corps d'une instruction composée qui est vide. Par exemple, si on a déjà écrit l'entête et qu'on ne veut pas encore écrire le corps, donc ce mot-clé passe, il ne fait absolument rien. Une deuxième forme de l'instruction if, c'est l'exécution alternative dans laquelle il y a deux possibilités et la condition détermine laquelle de ces deux possibilités est exécutée. Donc la syntaxe ressemble à ça. Si le reste de la division de x par 2 est 0, on sait que le nombre est pair, et sinon on sait que le nombre est impair. Si la condition est fausse comme dans ce cas, la deuxième série d'instructions sera exécutée, et comme la condition doit soit être vraie, soit fausse, exactement une des deux alternatives sera exécutée. On appelle ces alternatives des branches parce qu'elles sont des branches dans l'ordre d'exécution du programme. Des fois, il y a plus de deux possibilités et on a besoin de plus de deux branches, donc une manière d'exprimer ça, c'est avec l'instruction elif. Donc elif, c'est l'abréviation de else if, qui veut littéralement dire sinon si. Une fois de plus, dans ce cas, il n'y aura qu'une seule branche qui sera exécutée. Il n'y a aucune limite dans le nombre d'instructions elif qu'il peut y avoir. Il peut aussi y avoir une instruction else à la fin, mais c'est pas obligé. Chaque condition est vérifiée dans l'ordre. Si la première est fausse, la prochaine est vérifiée et ainsi de suite. Donc si une d'elles est vraie, la branche correspondante s'exécute et l'instruction se termine. Si plus d'une condition est vraie, seulement la première branche est exécutée. Une condition peut également être placée à l'intérieur d'une autre condition. Par exemple, on aurait pu écrire cet exemple d'une autre manière en faisant Dans cet exemple, les deux instructions extérieures, elles contiennent deux branches. La première branche, c'est juste une instruction simple. La deuxième branche, c'est une autre instruction if qui a elle-même deux branches. Donc les deux branches sont juste des instructions simples, bien qu'elles auraient aussi pu être d'autres instructions if. Bien que l'indentation rend la structure assez apparente, quand on a des conditions dans des conditions dans des conditions, ça devient difficile de lire le programme, donc il vaut mieux les éviter. Les opérateurs logiques, ça peut nous permettre de simplifier les conditions dans les conditions. Par exemple, si on peut réécrire cette instruction en faisant. Pour ce genre de conditions, Python nous donne une manière encore plus pratique de l'écrire. Maintenant, on va parler de la récursivité. Donc c'est légal pour une fonction d'en appeler une autre, mais il se trouve qu'il est aussi légal pour une fonction de s'appeler elle-même. Ça peut ne pas paraître évident au début pourquoi c'est une bonne chose, mais il se trouve que c'est une des choses magiques qu'un programme peut faire. Par exemple, si on a une fonction Si n est 0 ou un nombre négatif, ça va afficher le mot décollage, et sinon, ça va afficher n, et puis ça va appeler la fonction compte à rebours, qui est cette fonction, et lui passer n-1 comme argument. Qu'est-ce qui va se passer si on appelle la fonction de cette manière? Compte à rebours, entre parenthèses, 3. L'exécution de la fonction va commencer avec n qui est 3, donc comme n est plus grand que 0, ça va afficher n, puis ça va appeler compte à rebours sur n-1, c'est-à-dire 2. Donc maintenant, on va faire compte à rebours 2, donc comme n va être plus grand que 0 toujours, on va imprimer 2 et puis on va appeler compte à rebours 1. On va appeler compte à rebours 1, n va être plus grand que 1. On va imprimer n puis on va appeler compte à rebours 0. Finalement, n va être 0, on va imprimer décollage, puis on va terminer cette fonction-là, on va revenir dans compte à rebours 1. On va terminer compte à rebours 1, on va revenir dans compte à rebours 2. On va terminer compte à rebours 2 et on va revenir dans compte à rebours 3 et on va finir compte à rebours 3. Donc au final, ça va nous afficher 3, 2, 1, décollage. Une fonction comme celle-ci qui s'appelle elle-même, on peut dire qu'elle est récursive. Comme autre exemple, on peut définir une fonction print n qui imprime une string n fois. Après, on peut faire print n bonjour 5. On obtient bonjour 5 fois. Dans cette fonction, si n est plus petit à égal à 0, on a l'instruction return qui termine la fonction. L'ordre d'exécution va immédiatement retourner à l'endroit où la fonction a été appelée et le reste des lignes de la fonction ne vont pas être exécutées. Le reste de cette fonction, il est similaire à compte à rebours. On affiche s et puis on affiche s n-1 fois. Donc le nombre total de lignes dans le résultat, ça va être 1 plus n-1, c'est-à-dire n.
Pour des exemples simples comme ceci, c'est probablement plus simple d'utiliser une boucle for, mais plus tard, on verra des exemples qui sont plus compliqués à écrire avec une boucle for et qui sont sûrement plus faciles avec une fonction récursive. Donc c'est une bonne idée de commencer à s'en servir tôt. Donc une autre manière de visualiser ça, c'est avec un schéma comme ça. Donc dans la première exécution de la fonction où n égale 3, on arrive ici et on exécute compte à rebours n égale 2. Ensuite, on se retrouve ici avec n égale 2, on fait la même chose, on appelle compte à rebours n égale 1. On arrive ici, n égale 1, on appelle compte à rebours 0. On arrive ici, on affiche décollage. Donc à ce stade, cette instance de la fonction est terminée. Ce qui termine cette instance de la fonction, ce qui termine cette instance de la fonction, et ce qui termine finalement cette instance de la fonction. Cette dernière exécution, on appelle ça le cas de base, parce que c'est là où on met fin aux appels récursifs en passant par n est plus petit ou égal que 0. À présent, on va voir ce que c'est la récursivité infinie. Donc si une fonction récursive n'atteint jamais un cas de base, ça va continuer de faire des appels récursifs encore et encore, et le programme ne se terminera jamais. C'est ce qu'on appelle la récursivité infinie, et en général, c'est pas une bonne idée. Je vais définir un programme très basique qui fait des appels récursifs à l'infini. Dans la majorité des environnements de programmation, ce programme ne s'exécutera pas vraiment à l'infini, c'est-à-dire que si on fait recurse entre parenthèses, on obtient une erreur. Dans Python, on obtient une erreur quand on dépasse la limite maximum d'appels récursifs, qui est de 1000. Si tu écris une fonction qui fait des appels récursifs à l'infini, vérifie que ta fonction a bien un cas de base qui ne fait pas d'appels récursifs, et si tu as bien un cas de base, vérifie que c'est certain que tu l'atteignes dans tous les cas. Les programmes qu'on a écrits jusqu'à maintenant n'acceptent pas de données d'entrée de l'utilisateur, ils font juste la même chose à chaque fois. Donc Python nous donne une fonction qui nous permet d'accepter des données d'utilisateur, c'est la fonction input. Donc la fonction input, elle arrête le programme et elle attend que l'utilisateur tape quelque chose. Quand l'utilisateur appuie ensuite sur entrée, le programme continue et input retourne ce que l'utilisateur a entré sous forme de string. Si on fait par exemple texte égale input entre parenthèses et qu'on met bonjour, maintenant qu'on affiche texte, on obtient bien bonjour. Avant de demander à l'utilisateur de saisir du texte, il vaut mieux lui dire ce qu'on veut qu'il saisisse. On peut passer une string comme argument à input pour dire à l'utilisateur ce qu'il faut faire. Donc nom égale input entre parenthèses, comment t'appelles-tu? Point d'interrogation, /n, fermez les guillemets. On va mettre Thibaut. Non, Thibaut. Le /n à la fin de la string représente une nouvelle ligne. C'est un caractère spécial qui fait que quand l'interpréteur Python affiche la string, il va à la ligne. C'est pour cette raison qu'on saisit le nom sur la ligne d'après comment t'appelles-tu. Si tu t'attends à ce que ton utilisateur saisisse un nombre, tu peux convertir la valeur de retour en int. Par exemple, si tu as âge égale input, entre parenthèses, quel âge as-tu, point d'interrogation, /n, fermez les guillemets, 20. Donc on peut faire int, entre parenthèses, âge, et ça convertit la string en 20, alors que si on fait âge, on voit bien que c'est une string. Le seul problème, c'est que si ton utilisateur tape quelque chose d'autre comme 20 ans, et que tu essaies de le convertir, ça va te générer une erreur. On verra comment on gère ce genre d'erreur dans un autre chapitre. Quand on obtient une erreur, le message d'erreur il contient souvent beaucoup d'informations, mais ça peut être trop souvent. Donc, les bouts du message qui sont les plus intéressants, c'est quel type d'erreur c'était et où elle s'est passée. Donc ici, ça nous dit que ça s'est passé sur la ligne 1, c'est-à-dire la ligne qu'on a entrée juste au-dessus. Et on a le type de l'erreur qui est value error, qui est une erreur en lien avec la valeur qu'on a entrée, qui est 20 ans. Si on a une erreur de syntaxe, par exemple, si on a un espace avant d'écrire notre instruction, on aura une flèche qui nous montrera où l'erreur a été détectée, mais c'est pas forcément l'endroit où l'erreur est, car ici l'erreur est ici. En général, les messages d'erreur nous indiqueront où l'erreur est survenue, mais des fois ils nous indiqueront un peu après l'endroit où l'erreur est vraiment survenue. Il faut prendre le temps de lire les messages d'erreur, mais de garder en tête que tout ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai.